C'est soir d'ouverture locale au Centre Bell. Match d'ouverture locale du Canadien. Une rivalité qui remonte à 1919. Mardi 14 octobre. Kraken Canadien. Plus de 100 ans Très bon. de rivalité. De haine et de... Ouais, hein? Ouais. Ça a jamais... Sans interruption, là, ça a jamais lâché. Êtes-vous déjà allé à Il y Seattle? a le Canadien Moi, je refuse d'y aller. Qui n'a jamais battu le Kraken en série depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, la plus longue disette. C'est une disette de 106 ans. Incroyable. Ouais. J'allais, évidemment, c'est une surprise de Jack. Merci, Jack, c'est très bon. Non, mais moi, j'étais plate. Heureusement qu'on a ça parce que j'allais dire avez-vous un souvenir de votre ouverture locale préférée? Oh, Pouette. Moi, je me souviens de la fois là, il y avait un flambeau. Là. Ah oui, ce fois-là, c'était bon. Ouais. Ça, c'était une bonne fois. ça. Parmi les fois, c'en était une bonne. Il allume la glace. Ben ouais, voyons, écoute. voyons donc. Où est-ce qu'ils vont jouer? Il y a toujours des flammes, hein, c'est toujours... Cela dit, c'est toujours mieux réussi qu'à Toronto, Ah, ben parce là, que là, ça a été ma première ouverture de l'année. Là, ben puis entre ça et un match ordinaire. C'est beau, la cornemuse. Si on se compare... C'était pas très... c'était pas grandiose, mettons, on va dire ça comme ça. Mais moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'étais là en tant que civil. Oui, non, Martin, vas-y. Non. Moi, je trouve que les matchs, les présentations d'avant-match lors du match d'ouverture, les meilleurs sont les plus courts. Les plus sobres. Les plus courts. Les Les plus plus longs. courts. Pas les plus sobres, les plus courts. C'est du maudit niaisage. C'est pas pareil. Oui. Les plus courtes et les plus senties. À Toronto, c'était très court, mais il n'y avait aucune émotion. Il y a ça aussi. Il faut que tu essayes d'insuffler quelque chose. Mais court, c'est ça le plus important. C'est le mot-clé. Mais ils n'ont pas de sang latin à Toronto. Ils ont pas, Non. c'est ça. Il y en a moins. Il y en a moins, c'est moins. Je me rappelle, était-ce l'an dernier, c'est récent, là, c'est dans les 2 ou 3 dernières années, j'étais là en civil, alors j'avais des billets, puis c'était comme marqué, là, non, j'avais reçu un courriel. Arrivez tôt, vous voulez pas manquer. Puis finalement, il n'y avait rien. Là. Il y avait comme un petit... Il présentait les joueurs, puis la flamme, là, le bon vieux truc de la flamme. Ah, c'était la Puis fois on- du flambeau. C'était la fois, ouais. c'était la Une fois. de ces fois-là. Ouais. OK. Ouais. Mais moi, j'ai un souvenir. C'est bon quand Kerry est arrivé il y a 2-3 ans là, avec son chapeau de cowboy. Là. C'était bon. C'était pas pire, ça. Bref, moi, j'en ai un souvenir et ça faisait pas longtemps qu'on avait commencé le balado ensemble. Une année, ils avaient demandé à une chorale de chanter, genre les petits chanteurs Un de chœur, Laval ou un ouais. truc du genre. Ils les avaient installés dans une loge, je pense. Ils étaient comme ils n'étaient pas sur la glace, ils étaient dans le bol. Et ils avaient interprété a cappella Alléluia de Leonard Cohen. Puis on l'avait fait jouer d'ailleurs dans le balado. Et encore aujourd'hui, Ah, tu vois, je m'en souviens c'est pas. mon. Et C'était pas un groupe de chanteurs qui était avec Grégory Charles? mais il y a déjà eu ça. OK. Mais moi, celui auquel je fais référence, c'était vraiment une chorale. OK. Tout ça pour dire que des fois, s'il se passe quelque chose, des fois, non. Puis ce soir, ben, on verra. Mais au moins, on aura... Au moins, on a toute une affiche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Au moins, Au son, on aura est sûr de ça. C'est vieux de... Cette rivalité plus que Qu'est-ce qui avait centenaire. empêché Ça, quel événement majeur avait empêché... Je pense, la grippe espagnole. je la pense grippe que c'est mon moment préféré du balado depuis le début de la saison, honnêtement. Quand t'es tombé dessus par hasard. La grippe espagnole. Tellement OK. Venez pour les analyses et restez pour l'histoire des maladies. Non, pas des maladies, mais l'histoire Des pandémies. Des pandémies, voilà. Ou pas. Mais vous savez que la fois suivante où ils se sont mesurés l'un à l'autre, pour la première fois depuis cette finale épique en 1919, c'était à l'automne 2021, donc, quand le Kraken arrivait dans la Ligue. Et on était encore en pandémie. OK. Bon, mais là, on va Alors, souhaiter... c'est d'une pandémie à l'autre. cette Alors, on n'a histoire-là. aucune idée de ce qui peut se passer ce C'est soir. ça, c'est va- ça. Bon, on va peut-être apporter des... Portez vos masques. On va apporter des masques. Espérons que la boucle pandémique soit bouclée. OK. Aujourd'hui, combien tu veux gagner? Les œufs du panier de l'avantage numérique. Ça, c'est un titre pour vous autres. Oui, oui. Ça, là. D'ailleurs, est-ce que Alex a fait un titre en 3 temps. Et je pense qu'il a appris ça de toi, Je Martin. pense qu'il y a sûrement qu'il y a un peu d'inspiration Leclerc-Yann là-dedans. Gascon, Leclerc et les titres en 3 temps. C'est ça, ça va être ça le titre de l'épisode. Les œufs du panier de l'avantage numérique. Et c'est maintenant qu'ils sont exaspérés à Buffalo. C'est tellement hockey, épisode 431.
Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Bonjour, messieurs. Bonjour, Martin. Quel duo dynamique vous faites. Mazan. En plus de porter le même nom. Oui, imagine. Nos pères ont le même prénom. Ça, c'est extraordinaire. Ça, il faut le faire. Wow. Puis nos grands-pères? Non. Ben, comment il s'appelle, ton grand-père paternel? Paternel, Claude. Ah, Jean. Ah, ben, c'était pas si loin. On s'est passé proche. On s'était jamais rendu là. Juste là. Alexandre Gascon est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ben, c'est sûr, c'est possible que ça peut devenir une distraction, tu sais. Puis c'est pas... Le marché, il est difficile. Puis c'est pas juste un marché ici, c'est alentour. Tout le monde s'attend alentour de la Ligue, il en parle aussi. C'est pas juste à Montréal, mais je sais... à Montréal, c'est une grosse nouvelle, puis ça devrait être une grosse nouvelle. Puis je pense que plus ça va, puis c'est sûr ça peut stresser l'individu. Mm-hmm. Ça peut-tu affecter son jeu? Surtout s'il est jeune. Oui, ça peut-tu affecter son jeu? Ça l'affecte son jeu, mais ça l'affecte-tu le jeu des autres aussi? C'est une boule de neige qui peut devenir peut-être... Il peut grossir. Mm-hmm. Fait que je suis content que la boule de neige est plus là. Qu'elle ne se soit pas rendue en enfer. Parce que, où elle aurait fondu. Il n'y en aurait pas eu longtemps. Ouais. Quoique non, c'est ça, dans le cas de... pour rester dans l'esprit de ce que le Martin Saint-Louis dit, tant mieux, ça, elle a fondu. On sent... Moi, j'avais sous-estimé ça, puis on en a parlé un petit peu dans les derniers épisodes. Fallait pas que ça traîne. Hein? C'est ça qu'on comprend, que c'était... On n'était pas serein non, avec la traînerie de ce contrat-là. Du côté du joueur, j'aurais tendance à dire. Des deux côtés, je pense. Ouais. Kent Hughes a été très clair en disant qu'on voulait régler ça avant le début de la saison. On est 3 matchs en retard. Donc, il y avait clairement une volonté de régler le truc. Est-ce que ça devenait pressant, urgent, important d'obtenir cette entente-là pour les dirigeants du Canadien aussi rapidement? Parce qu'il savait que Lane Hutson, ça le rongeait. Oui, possible, okay. Mais clairement, on voulait se débarrasser de ce dossier-là parce que Hutson avait dit au tournoi de golf, rappelez-vous, il était déçu que ce ne soit pas déjà terminé, cette saga. Et puis là, ça traînait en longueur. Puis c'est vrai que soudainement, c'est devenu une histoire à travers la Ligue nationale. Là. Dans les podcasts les plus écoutés, on en parlait, on faisait des mises à jour de la négo, on disait que c'était... que ça devenait très émotif comme négociation, comme discussion à la table. Donc là, ça flambait, forcément. On est à Montréal. Il y a toutes sortes de gens qui parlent de hockey constamment. Il y a des sites à l'éthique douteuse. Il y a nous autres. Il y a plein de monde. Il y a des journaux. Ce qui en reste. Là, ça, les journaux, les enfants, là, c'est... Je trahis mon âge. Les journaux numériques. C'est ça. C'est comme un écran, mais en papier. Alors, c'est vrai que ça faisait boule de neige. Martin Saint-Louis avait une bonne image, je pense. Et puis là, Hutson était tanné. Là. Puis ça a peut-être un peu affecté son jeu en début de campagne. Lui a dit... On lui a posé la question directement. Lui a dit, écoute, peut-être. T'sais. Puis bon, c'était le plus proche d'une admission qu'on aura, là, qu'on aurait pu avoir. Tu devrais faire à l'ONU, ça devrait être toi peut-être. Et puis Saint-Louis l'a admis, Kent. Tout le monde, c'est ça. Donc, à la lumière des commentaires de tout le monde, c'est ça. Clairement, c'était un dossier qu'on voulait régler. Puis à la limite, pourtant, c'était pas urgent. Donc, c'est vraiment parce que Hutson voulait mettre ça derrière lui. Il voulait que ce soit réglé. Il voulait signer. Puis il y a eu petit bras de fer avec son agence aussi. Donc, lui, il voulait s'entendre pour le plus longtemps possible. Et de ce que je comprends, chez Quartex, Sean Coffey, qui est son agent principal, puis Ryan Barnes, qui est arrivé pour épauler Coffey à partir de vendredi à Chicago, aurait préféré une entente peut-être un peu plus courte. Là, quand son prochain contrat va prendre fin, il va avoir 30 ans, Lane Hutson. Donc, pour repasser sur le marché de l'autonomie, c'est correct, mais c'est mieux si tu arrives à 27-28, on s'entend. Donc, je pense qu'on aurait voulu même une entente peut-être de 6 ans. Lui, il voulait s'entendre le plus longtemps possible. Donc, ça a chopé. Kent Hughes a clairement joué là-dessus, au point où ils ont senti le besoin de faire une mise au point à Chicago. Tout le monde s'est appelé, là. Conférence téléphonique, les agents, le joueur, le DG, puis le vice-président Jeff Gorton, pour expliquer notre point de vue.
Parce que Kent Hughes, hier, dans son petit point de presse impromptu, nous disait Hudson, c'était important pour lui de s'assurer qu'on comprenait qu'il voulait là, rester à Montréal, puis qu'il était bien, puis qu'il voulait être là le plus longtemps possible. Donc, tranquillement, vous savez, quand on se parle pas parce que c'est par agent interposé et tout, des fois de négociation, ça peut dériver. Puis on sentait peut-être que c'était un petit peu ça qui arrivait. Puis là, avec cette conférence téléphonique-là, on a remis les pendules à l'heure. Et à partir de là, très rapidement, on a déroulé une entente qui a été mise au point. Là, les grandes lignes ont été mises au point samedi matin. Puis il a signé son contrat lundi, avant l'entraînement. Ça... As-tu besoin de plus d'informations, Martin? Non. Écoute, tout est là. Tout est là. Mais c'est ça soulève quand même des questions intéressantes. Il y a une raison pourquoi les joueurs ne sont pas mêlés aux discussions habituellement. C'est pour enlever l'inexpérience et l'émotivité de l'équation, pour laisser les gens qui sont expérimentés. Et au bout du compte, ça donne quoi d'embaucher des agents pour te conseiller, pour défendre tes intérêts si tu les court-circuites à la fin de la négociation puis tu signes un contrat qui est plus désavantageux pour toi? Court-circuiter, ça dépend. Il faut que l'agent prenne en compte ce que veut le joueur aussi. Là. Oui. Si le joueur dit « Moi, je veux une entente de 8 ans », oui, l'agent, il peut essayer de le convaincre d'autres choses, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est le joueur qui décide, mais c'est ça. Ce que tu viens d'expliquer, c'est que les agents préféraient une entente plus courte, ce qui a énormément de bon sens, parce que quand tu négocies ton deuxième gros contrat, il faut que tu sois le plus jeune possible. Quand tu as 30 ans, veux pas, ça affecte les derniers. Tu vas signer un contrat à long terme, à ton deuxième gros contrat, ça va affecter la valeur des dernières années parce que tu vas être sur ton déclin et tout ça. Si on prend l'exemple, par exemple, de Luke Hughes, Lucky Luke. Au New Jersey, Hughes, il a signé pour 7 ans. 9 millions par saison, par 7 ans. Il va arriver une année plus jeune. Il a vendu une année de moins d'autonomie. Pour plus cher. Pour un petit peu plus cher. Et donc, cette année-là supplémentaire, lui, il va peut-être toucher là où va être rendu le plafond salarial dans 7 ans. Il va peut-être être à 150 millions de dollars. Là, il va peut-être gagner 15 millions par saison. Mais c'est 7 millions de dollars de plus. Il faut... Les joueurs de hockey, ils sont là, ils donnent tout leur cœur, ils veulent gagner des matchs de hockey, puis tout ça, puis les préoccupations, quand tu viens d'une famille modeste et tout ça, tu te fais offrir plusieurs dizaines de millions de dollars, c'est considérable, mais il faut, le job de l'agent, c'est de dire non, écoute, le marché, voici ce qui se passe, voici comment on fait les calculs et tout ça, puis on va prendre notre temps. Et si le joueur disait à son agent, écoute, moi c'est comme ça que ça va se passer. J'en veux pas d'argent. Je veux pas. Je suis prêt à faire ce sacrifice-là. Ben, c'est ça. Et il y a toutes sortes de considérations aussi. Quand tu es un jeune joueur émergent, très talentueux, et que tu signes sous ta valeur, ça affecte tous ceux qui sont derrière toi dans l'échelle salariale, qui sont moins talentueux, qui ont à négocier des contrats. Parce que, tu sais, on parle d'un gars qui a gagné le trophée Calder. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des comparaisons au cours des dernières semaines avec ce que Luke Hughes avait signé au New Jersey puis ce que Jackson Lacombe a signé à Anaheim. Mais Lacombe, c'est une situation différente, il est plus vieux et tout ça. Puis il avait le droit à l'arbitrage, c'était pas exactement si on compare avec les autres défenseurs qui ont gagné des trophées Calder au cours des dernières années, il a signé nettement en bas du marché. Là, puis... Alors, écoute, moi, je dis, si j'étais un joueur de hockey dans une équipe, puis qu'à chaque fois qu'il y a une signature de contrat, je voyais sur les réseaux sociaux les amateurs dire que le directeur général est un génie de m'avoir mis sous contrat à ce prix-là, je me poserais des questions sur le travail de mon agent. Oui. C'est tout un génie. Là. La négociation, c'est l'art du compromis, mais là, à chaque fois que Kent Hughes signe un contrat, les gens disent « Bon sang, c'est un génie, c'est incroyable. C'est un magicien. Les joueurs font des sacrifices incroyables pour jouer à Montréal. » Alors, écoute, et c'est drôle, puis là, ça, c'est chez le Canadien. On a vu cet été ça se passer en Floride, où il y a beaucoup de joueurs qui ont donné des rabais. Mais là, c'est un contexte différent. Équipe plus vieille,
Des gars qui ont gagné 2 Coupes Stanley, qui ont été 3 fois en finale, puis qui disent on veut que ça continue. Mais le contexte est différent. Ils regagneront peut-être jamais la Coupe Stanley. Là. Mais, ils sont moins taxés aussi, là. Puis, mais non, mais ça a un impact. Ben oui, ça on ne va pas faire semblant. Ça a un gros impact, mais même compte tenu de la taxation, mais tu as raison, ça affecte beaucoup la valeur des contrats qui sont signés en Floride et à Tampa, etc. Connor McDavid, oui. Et moi, si je regarde ça dans son ensemble, ça va peut-être être ma chronique demain. Je pense que ça dénote un manque de leadership au sein de l'association des joueurs. Là. Habituellement, le directeur exécutif de l'association des joueurs est supposé de dire, réunir les agents, puis dire là, les rabais, puis tout ça. Là, ça fera. Puis si on fait une situation, on pousse ça à l'absurde, si les joueurs des 32 équipes se mettent à donner des rabais à leur équipe, il y en a juste une qui va gagner à la fin quand même. Fait que, habituellement, un leadership fort, s'il y a un contrat qu'un joueur signe en dessous de sa valeur, le directeur de l'exécutif prend le téléphone puis il paye aux joueurs une volée de bois vert à l'agent qui a signé ça pour le traiter de sans dessin parce qu'il nuit à tout le monde. Et ça fait en sorte que tout le monde joue selon sa valeur réelle puis qu'il n'y a pas de... Il n'y a personne qui essaie de court-circuiter. Dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas l'agent. L'agent a essayé. Exact. Il peut bien donner de la chenoute à l'agent qui décide. À Ryan Barnes. Leur pouvoir se bute ou se heurte à la volonté du joueur à un certain point. Oui, c'est ça. Puis il y a des joueurs... Tu sais, j'ai publié l'année dernière la biographie de Gilles Lupien. Lui, il s'est déjà séparé de clients qui étaient des joueurs étoiles dans la Ligue nationale parce que les gars voulaient négocier en dessous de leur valeur réelle. Puis ils disaient, tu vas nuire... Tu nuis à toute la profession. Tu vas nuire, c'est ça. Mais là, ce cas-là est extrême, là, celui de Martin Brodeur. Oui, mais tu sais, ça ressemble à ce qui se passe chez le Canadien. Là. On va faire attention à l'organisation. Tant que ça, en dessous de sa valeur, Lane Hutson? Ben oui. Beaucoup. Là. Ben, je veux dire, si Lokios est à 9, beaucoup. Ouais. Ça aurait au moins 9. été en bas de 9 millions, c'est étonnant. Là. Oui. C'est étonnant. Non, je suis d'accord, il était à 8,85. Mais mettons qu'on dit qu'il valait peut-être 9,5. Il y avait des statistiques. 9,5 x 8. Oui, c'est 4 millions de plus. C'est de l'argent. Plus, entre 4 et 6 millions. C'est de l'argent, 4 millions. Et ça nuit, ça nuit aux gars qui arrivent en arrière puis qui a eu des statistiques un petit peu moins bonnes ou comparables. Puis, oui et non, parce qu'en même temps, oui et non, parce que toutes les situations sont différentes. Puis là, je pense que les agents doivent négocier de cette façon-là maintenant en disant... Parce que sinon, tout le monde pourrait arriver et dire là, Connor McDavid a signé à 12,5. Donc toi... Tu vaux pas 10. Tu vaux pas 10. Rien. Malheureusement, tu vaux pas 10. Mais là, l'autre, il va dire Kirill Kaprizov, lui, il a signé à 17. Il signe presque 5 millions de plus. Mais sa job à McDavid, c'est de tirer les autres vers le haut. C'est pas de dire, moi, je continue à jouer à 12 millions et demi. Là. Bien, sa job, c'est de tirer les autres vers le haut. Sa job, c'est de faire gagner son équipe. Ce qu'il veut, lui, c'est gagner la Coupe Stanley, je pense. Mais c'est ça. Et là on tombe dans cette... Dans cette logique-là de dire, si tu veux gagner, moi, c'est ça qui m'a Martin, c'est le plafond salarial, le problème. Si tu veux gagner, tu vas couper sur ton salaire. C'est vrai. Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Malheureusement... C'est le problème là-dedans, c'est le plafond salarial aussi restrictif. Parce que quand tu as un plafond salarial qui ne bouge pas d'aucune manière... Il n'y a aucune possibilité d'allègement. Même les bonnies que tu payes à tes joueurs de 35 ans et plus ou à tes recrues, si tu dépasses le plafond, ils sont reportés à l'année prochaine. Donc, tu n'as aucune forme d'allègement dans ce contexte-là. C'est vrai que tous les dollars que tu prends, c'est des dollars que tu ne peux pas donner aux autres. Puis généralement, ça forme des équipes moins compétitives. Et tu ne les as-tu pas cités dans ton texte? Les Maple Leafs de Toronto, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ils étaient tout à fait dans leur droit. Là. Moi, je ne crée jamais un joueur d'aller chercher le plus d'argent possible, mais après ça, ils n'ont pas réussi à bâtir une équipe championne. Parce qu'il y en a une limite. Mais McDavid, à son premier contrat, McDavid n'avait pas pris un rabais. Là. Non. Il sortait de son contrat de recrue. Il a signé à 12,5. C'était plus élevé que tout le monde à l'époque. Il vient de faire ces 8 années-là. Puis il a été 2 fois en finale de la Coupe Stanley. Exact. Il l'a pas gagné, par contre. Non, mais à un moment donné, il y a juste une équipe sur 32 qui gagne. Mais tout le monde qui fait tout. Tout le monde sait qu'il vaut plus, McDavid. L'exemple qui sort le plus souvent, c'est Sidney Crosby. Lui, Sidney Crosby en a fait des sacrifices. Je m'excuse, mais Sidney Crosby, il gagnait 15,5% de la masse salariale quand il a signé son gros contrat après
Quand il a signé son deuxième contrat dans la Ligue nationale, lui et Malkin occupaient 30 % de la masse salariale de l'équipe, puis ils ont gagné des coupes Stanley pareil. T'sais. Fait que c'est juste. Moi, je trouve que c'est une belle naïveté, parce que quand tu es un athlète professionnel, tu es un morceau de viande. Tu es là pour produire. Puis à un moment donné, ça fait plus l'affaire, puis tu vas être échangé. Il y a un très faible pourcentage de joueurs dans la Ligue nationale qui passent 8 ans avec la même équipe. Là, ils sont tous sous contrat pour 8 ans. On verra qui va rester là. Mais à un moment, dans cette gang-là, dans ce gros noyau-là qui n'arrête pas de s'élargir, là, à un moment donné, il y en a qui vont se faire échanger quand ça va être le temps de faire un gros move pour faire venir un joueur qui va peut-être pousser l'équipe plus loin. Mais peut-être pas dans les 6 prochaines années, par exemple. 6 ans, c'est long. 6 prochains mois, Alex. C'est une génération. Non, mais là, on parle de qui? On parle de Suzuki, Caulfield, Hudson, Slavkovski. Goulet. Il y a un de ces gars-là qui va être échangé? Pourquoi? Ouais, ça il n'y a personne d'intouchable. Non. Mais il y en a peut-être un ou deux qui vont s'en retourner. Ils vont dire là, je vous ai donné un rabais pour gagner, puis vous m'envoyez. Mais la loyauté. En tout cas, je trouve que c'est un bel exercice de dire on se serre les coudes puis on fait tous des sacrifices. J'ai hâte de voir où. Tous les joueurs l'achètent, hein? J'ai hâte de voir où ça va mener. Je sais pas si tu as entendu les commentaires des gars hier dans le vestiaire. Alexandre Carrier a dit Suzuki. C'est ça que ça prend. Nick Suzuki. Suzuki qui en est un peu qui est déjà un peu une victime de ça. Là. Ça, c'est Marc Bergevin qui a signé ce contrat-là, qui lui a offert ce contrat-là. Il ne faut pas l'oublier. Puis ça a servi de base sur lesquelles Kent Hughes est en train de bâtir sa maison depuis, de fondation. Mais Suzuki, quand il a signé, il venait de compléter sa 2e année. Mais c'était audacieux de la part de Bergevin. On pensait pas que... Il avait fait le tour à Max Pacioretty avant la saison... Après que ça soit fait écraser par Zdeno Chara, puis il avait eu peur de ne plus être capable de jouer parce qu'il avait été blessé au cou. Là. Il a signé un contrat désavantageux sur plusieurs années. Puis il avait fait le coup. Suzuki, je ne sais pas s'il lui a ça dit que c'était un peu le même genre de pari. Parce qu'il y avait une notion de pari. Il y a une notion de pari, on pense. Il était très jeune. Il a signé à près de 8 millions à l'époque. C'était 9, combien de pourcents? Il était à 9,55 % du plafond salarial. Puis à ce moment-là, on savait qu'il était bon, mais on ne savait pas jusqu'où il irait, là, dans le sens que lui s'est acheté une sécurité financière. On voit la façon dont les joueurs, la majorité des joueurs signent leur contrat, qu'ils sont insécures, les joueurs de hockey. Puis ils pratiquent un métier... C'est peut-être à juste titre. Là. Ils pratiquent un métier qui favorise ça parce qu'il y a beaucoup de risques, mais c'est sûr que plus tes contrats sont longs, dans un compte, moins tu vas gagner d'argent. Plus c'est avantageux pour l'organisation. Ça, c'est dans l'éventualité où tu restes en santé puis tu continues à toujours bien performer. Parce qu'il y a des gars qui ont signé des contrats à long terme puis ça a été des boulets pour leur équipe, mais ils ont fait bien plus d'argent que s'ils avaient signé juste 2-3 ans. Ils n'ont pas été capables de reproduire leur grande performance. Mais c'est sûr que cela dit, Hudson a quand même, là, en ce moment... le contrat de Lane Hudson quand il va entrer en vigueur. Quand il va kick-in, pardon en français. Entrer en vigueur l'année prochaine, il va être à 8,5 % du plafond salarial. C'est moins que Suzuki puis c'est moins que Caulfield. C'est 1 % de moins que Suzuki puis Caulfield. Et ça va être probablement moins que ça parce que ça pourrait être un peu moins. Le plafond va être probablement plus élevé que le 104 Là, c'est probablement calculé sur le 104 millions. Puis là, on parle d'aller jusqu'à 107. Donc, mettons qu'il est autour de 8 % l'année prochaine. C'est pas beaucoup. C'est peu. Puis Suzuki était à 9,55. Même Caulfield était à 9,4. Donc, c'est quand même une concession majeure. Ce que je trouve joli là-dedans, je continue, Alex, je vais revenir. Non, je voulais juste revenir sur ce que les gars disaient dans le vestiaire hier. Puis Suzuki a dit, il n'y a personne ici qui a la mentalité de je vais aller faire sauter la banque, puis je vais aller chercher chaque centime qui m'est disponible. C'est pas ça. Nous, on veut gagner, on veut grandir en équipe, on est ci, on est ça. Je m'en fous de savoir c'est qui gagne le plus. Ça n'a aucune importance, etc., etc. Non, mais verse donc de l'âme, bon. Mais c'était senti. C'est le capitaine qui dit. J'essaie pas de vous faire brailler. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il est là, il est dans le vestiaire, son chum vient de signer, puis lui, il dit moi, je gagne 8 millions, l'autre, il en gagne 8,5 ou 8,85. Je m'en fous, ça ne change rien. Bon, après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais. Mais écoute, il n'y a rien à faire. Mais moi, non, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle naïveté. C'est fantastique. Mais ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que tous ces gars-là, ils renoncent à un petit peu d'argent pour permettre à Kent Hughes d'amasser un gros
gars qui va en faire plus. Puis là, il y a un gars qui va rentrer dans le vestiaire comme un kingpin, puis c'est eux autres qui vont payer son salaire. C'est vraiment... Hughes a un peu dit ça. Hughes a dit ça. Il verbalise en plus, il dit là, tous les gars se sacrifient, puis là, on va pouvoir aller chercher un gars à l'extérieur, puis lui, on va le payer à hauteur du marché. C'est magnifique! Il dit on n'a pas le choix. Il dit parce que c'est la réalité. Quand tu vas sur le marché de l'autonomie, il faut que tu surpayes. Fait qu'on vit sur la planète Mars. Nous, nos joueurs n'ont pas besoin d'être payés, mais que les autres qui viennent d'ailleurs, eux, il faut les payer. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est de la négociation. La pire chose qui peut arriver, c'est d'être repêché par le Canadien. Financièrement, là, c'est la pire chose qui peut arriver. Parce que tu vas tellement aimer ça que là, tu vas laisser de l'argent. Tu vas accepter tous les rabais possibles et imaginables. Mais là, moi, j'ai le goût de dire qu'il n'y a pas rien que l'argent dans la vie. Notre balado va vivre longtemps. Là. Il faut qu'on se fasse une note. Il faudrait que Jack se fasse une note dans son agenda. Là. Au début de la saison 2031-2032, qu'on revisite ce dont on a discuté ce matin, voir comment ça a tourné cette affaire. Qui est encore là, qui gagne combien en pourcentage. C'est tout un vendeur, Ken Hughes. Puis Lane Hudson l'a dit hier, il a dit il est très bon pour expliquer son point de vue. Il a dit ça comme ça. Puis je trouvais effectivement qu'il y avait une belle candeur là-dedans. Mais ça marche jusqu'à temps qu'il n'y a pas de ressentiment. Exact. Parce que si... Un jour, comme Martin dit... Puis ça va sûrement arriver. Il y a un Artemi Panarin de ce monde qui devient disponible. À 16 millions. Puis le Canadien... Qui se pogne le derrière un peu, là, les autres vont dire « Moi, j'ai sacrifié de l'argent. » C'est ça. Le Canadien lui offre un contrat de 14 millions parce qu'on est rendu là dans 2 ans, 3 ans. Est-ce que tout le monde va avoir le même discours? Peut-être officiellement, publiquement, mais entre eux autres, je sais pas. Pour l'instant, l'équilibre... Il me semble stable, il n'est pas précaire et tout le monde adhère à cette philosophie-là. Ça reste que c'est énormément d'argent. Puis c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que c'est pas une raison pour pas en gagner plus. Là. On est d'accord là-dessus, mais on dirait que ça, je fais peut-être un peu de la psychologie de cuisine, mais on dirait qu'au hockey aussi, il y a ce sens du sacrifice-là qui revient plus facilement. Alors qu'au basketball, les gars, ils feraient... N'importe quoi. Et au baseball, mais c'est ça. Mais cela dit, c'est pas la même réalité parce qu'au basket... Il y a un plafond. Oui, mais il y a une taxe de luxe. Il y a des façons de le contourner. C'est ça, c'est un plafond mou. Au baseball, il n'y en a pas. Comme dans le studio ici. C'est un plafond mou. Le plafond est mou. Mais au départ, mouillé aussi. Le plafond salarial fait en sorte que les joueurs ne peuvent pas toucher ce qu'ils devraient toucher dans des conditions de libre marché. Ça abaisse leurs conditions salariales. Mais c'est ce qu'on dit. Et là, eux, ils lèvent la main et ils disent « Coupe-moi encore parce que je veux gagner. » Ça n'a aucun bon sens. Et c'est pour ça que je dis c'est un manque de leadership de l'association des joueurs qui réunit les agents. C'est comme ça. Bob Goodenow, il prenait le téléphone avant, puis il s'assurait, il essayait d'instaurer une discipline, mais si tu laisses tout le monde partir et puis négocier sa petite affaire, ça nuit à la collectivité. Il y a un partage des revenus de 50 % qui est établi. Puis ça monte d'année en année. Il faut que tu le fasses sortir, cet argent-là. C'est-à-dire, là, il y a des directeurs généraux qui disent non, c'est pas parce que le plafond monte de 20 millions on va se mettre à payer plus les joueurs, on a notre structure interne. Mais là, m'excuse, mais l'argent est disponible, puis tu es supposé de le sortir. Et ta job comme agent, tout en étant raisonnable, parce que dans un contexte de plafond, il faut que tu trouves le montant qui fait en sorte que ton joueur va rester utile à son équipe pendant toute la durée du contrat et qu'on n'aura pas envie de le jeter par la fenêtre ou de le racheter à mi-chemin parce que ses performances déclinent. Tout ça, il faut que tu sois judicieux, mais de toujours essayer de passer en dessous de la corde, c'est les joueurs qui payent. C'est ça que c'est. Pour une carrière, c'est une industrie qui génère 7 milliards. Puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent il va gagner 70 millions, là, arrêtez de brailler. Je ne pleure pas pour ça. Non, mais sais-tu combien ça coûte un réservoir d'essence d'un bateau? On regarde. Un avion. On comprend tous qu'il va vivre confortablement et tout ça, mais quand tu es dans un marché X, de la même façon qu'un électricien... Ou un vendeur de publicité, un animateur de radio, quoi que ce soit, faut que tu sois payé selon les conditions du marché. Là. En tout cas, fait que je trouve que c'est un cas d'espèce fascinant. Puis ça va être vraiment intéressant de voir ça se développer au cours des prochaines années. Qu'est-ce qui est un cas d'espèce fascinant? Le laboratoire du Canadien de Montréal? Oui.
de tout le monde qui accepte d'emblée de réduire ses conditions salariales. Moi, ça m'apparaît comme une classe de maître d'un phénomène qui existe depuis toujours. Puis ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Martin? Je veux dire, il y a toujours un joueur de hockey quelque part pour accepter une entente plus longue. There's something to be said about the guaranteed money. Ça, c'est Brendan Gallagher qui avait dit ça. Austin Matthews, c'est le contre-exemple. C'est le mouton noir en termes de négociation de contrat. Là. C'est l'antithèse du joueur de hockey et il est seul. Kaprizov avait signé 5 ans à 9 millions. Ils sont rares. Ils sont rares. Mais les contrats plus longs, c'est une chose, la longueur du contrat. Mais le niveau salarial plus bas, c'est autre chose aussi. Là. Dans ce cas-ci, c'est la totale. Ouais. Parce que c'est ça. Ces agents à Hudson n'avaient pas tort de dire signe donc 6 ans, puis on s'en reparlera. Oui. Mais je le comprends, Lane Hudson aussi. 70 millions, puis tu as raison, tout est en fonction du marché. Ça demeure que tu as 21 ans. Puis là, tu as un contrat de 70 millions devant toi. Ça se peut très bien que le gars, il se dise 70,8 ou 74,5. Non, puis je m'en fous. Je ferai de meilleurs placements, puis je vais réussir à me racheter directement là. Et Lane Hudson est un défenseur de 5 pieds 9, 175 livres. Puis on sait tout qu'il est à peu près à une monstrueuse mise en échec de peut-être pas avoir la carrière, puis on touche du bois parce qu'on lui souhaite pas. C'est quoi ça? Non, mais c'est sûr que la réflexion fait partie de ça. Pour lui, ça fait partie comme de la réflexion. Pour un mastodonte de 6 pieds 4, parce qu'on n'est personne à l'abri d'un accident. Puis il y en a eu des mastodontes de 6 pieds 4 qui ont enchaîné les commotions cérébrales, là, puis qui ont eu des fins de carrière tristounettes. Donc, il y a ça aussi. Puis c'est probablement que Kent Hughes, il en tire profit, il réussit à tourner ça à son avantage. Puis le gars, il se dit, là, il reçoit énormément d'argent au début de son contrat. Il va placer tout ça. Puis il va faire beaucoup d'argent avec ça. Puis c'est ce qu'il se dit. C'est peut-être là où on a réussi à racheter, entre guillemets, ou à les rallier à notre cause en disant, on va vous donner énormément d'argent dès maintenant. Fait que là, quand tu places, il reçoit 11 millions de dollars le 1er juillet prochain là, en boni. Je sais pas combien il va en placer là-dedans, là, mais mettons qu'il en place 7. Connais-tu un bon courtier, 7 Martin? millions à 22 ans. Il va payer de l'impôt là-dessus. Là, oui. Ça, c'est normal. Peu importe. Il paierait de l'impôt sur n'importe quel. Mettons, il place 4 millions que tu places à 22 ans, ça va faire des petits. Puis, c'est ce que j'ai fait, moi, puis aujourd'hui. Ça va bien. Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu gages ta maison à toi 2 semaines. Exact. Donc, il y a toute cette structure-là qui a peut-être aidé le Canadien à finaliser l'entente. Parenthèse, Alex, il y a un bon papier à faire sur c'est ça, l'avantage que les équipes qui sont capables de faire ça ont. Puis moi, j'aimerais savoir combien ça coûte le 1er juin aux Canadiens, tous ces bonis-là, parce qu'il n'y a pas seulement Klein au 1er juillet, puis fait des comparaisons avec les autres équipes, puis ça m'intéresse. C'est quoi le sujet, là? C'est jusqu'à quel point d'être capable de donner, parce que c'est pas toutes les équipes qui ont les moyens financiers. On en parlait tu parles des bonnets à la signature. Oui, c'est pas toutes les équipes là, qui ont tout cet argent-là déjà dans leur coffre qui peuvent pelleter par en avant d'avoir engrangé les revenus de la saison qui s'en vient. Ouais. Alors, qui le fait? Qui le fait le plus? C'est quel avantage ils en retirent, puis combien ça coûte? J'ai pas le temps, là, tu feras ça. Non, mais regarde, Ou quelqu'un d'autre, là. Il y a une expression qui dit tu t'obtiens pas, tu gagnes pas ce que tu vaux, tu gagnes ce que tu négocies. Donc, Lane, c'est ce qu'il a négocié. Hey, on va emballer ça, mais... Habituellement, cette phrase-là est pour dire tu obtiens plus quand tu négocies. Oui, mais là, quand tu penses, si tu es un bon négociateur. Si tu attends que quelqu'un te donne ce que tu vaux, il faut que tu négocies si tu veux. Là, c'est à l'inverse. C'est à l'inverse. C'est ça. Juste, pas une parenthèse, mais pour clore le sujet, visiblement, Hughes a déjà... Puis je pense que ça va être dans les détails que ça va se régler, mais il a déjà dit, là, avec cet argent-là, on va pouvoir dépenser plus. Parce qu'on les a tellement... Sur le marché. On les a tellement squeezés. Je pense que, visiblement, le message est déjà dans l'air. Fait que je pense que là où ça pourrait
coincé, c'est dans les détails. Là. Visiblement, Noah Dobson à 9,5, ça passe. Ça, c'est un exemple de gars qui a peut-être payé un peu plus cher que ce qu'il aurait voulu. Et Hughes, c'est ça. Et Hughes a déjà expliqué que c'est ça. Que pour l'avoir, il fallait payer et que c'était son 3e contrat. Et bon. Mais dans 4 ans... Il était 1 an de l'autonomie. Dans 4 ans ou dans 5 ans, quand Lane Hutson va être à la moitié de son contrat, puis qu'il va avoir, je sais pas, mettons, inscrit 160 points de plus que Dobson... À un moment donné, ça se peut qu'il se pose la question de dire... Ah ben là, non, t'aurais dû écouter Coffey puis Barnes. Là. On dit, on te l'avait dit. Voilà. Là où je voulais en venir, c'est que qu'est-ce que tu fais la journée où, et là, je ne veux pas le diaboliser, il incarne l'esprit de pure, de puissance financière. Quand Auston Matthews... Quand un Auston Matthews du Canadien débarque et qui dit non, moi là, vous m'avez fait pleurer là, avec votre romantisme, mais moi je m'excuse. Le roman s'arrête ici. Le roman s'arrête ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que j'ai écrit dans mon analyse, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas toutes mes idées. C'est ce qu'on se disait, je pense, la semaine dernière. Le jour, parce que ça va peut-être arriver, ça va arriver un jour. Ça va sûrement arriver un jour. Le jour où il y en a un ou deux qui disent c'est beau le roman savon, là, mais là, on va parler affaires pour vrai. Là, ça déconstruit pas mal l'édifice. Puis si ce sont un ou deux joueurs qui ont un gros rapport de force, tu vas être obligé de les payer. Là. Tu pourras pas expliquer aux gens on les a échangés parce qu'ils ne veulent pas adhérer à notre structure interne, puis on va se priver de 2 talents incroyables. Fait que ça dépend toujours. Oui. Tu saches jongler un peu. Le contexte va dicter comment la négo va se passer. Si c'est Demidov, par exemple, là, qui, disons, connaît deux Michael Age, deux extraordinaires saisons. Pour être encore non, plus mais parce ésotérique. que, disons, un joueur qui a le potentiel de faire sauter la banque, là, je pense que le potentiel de Demidov de faire sauter la banque est plus élevé que celui de Michael Age. Donc, disons Demidov, qui connaît d'excellentes premières saisons et tout, qui veut pas signer, lui qui dit on se reverra à la fin de mon contrat de recrue, il n'y a rien qui presse, donc il ne signe pas cet été parce qu'il va être admissible. Pardon. Oui, éligible, c'est un anglicisme dans ce contexte. D'accord. Admissible à une prolongation de contrat dès cet été. Lui, il dit j'attends. Donc, on se revoit à l'été 2027. Bon. Et là, il peut... Là, s'il dit moi, je vais être payé là, pour vrai. Okay. En argent, là. En sentimentalisme. Exactement. Parce que tu essaieras de payer ton hypothèque avec du sens. Moi, j'appelle à la banque. Moi, là, j'ai une bonne... j'ai une belle histoire. J'ai une belle histoire à vous conter. Belle histoire, ouais. Et dont on est rendu à l'automne, au camp d'entraînement, puis là, il veut pas se pointer, puis ça commence, puis il est pas là. Mais là, il y a tout un autre rapport de force qui se dessine, mais il reste sous contrôle de l'équipe pendant très longtemps encore. Donc, ça se peut que ça peut finir par faire plier le joueur. Là. Même Piquet Souban avait fini par rentrer au bercail après un certain temps. Mais il avait signé juste 2 ans, par exemple. Il avait signé un contrat. Il avait eu ce qu'il voulait. Il avait eu ce qu'il voulait. Quand est arrivé le temps de l'arbitrage, c'est ça. Quand est arrivé le temps de l'arbitrage, la direction a craqué. C'est celui qui est dans l'arène. C'est comme dans Gladiator. Là. C'est celui qui est dans l'arène qui a le pouvoir à un moment donné si c'est un joueur. C'est vrai. Mais Souban, c'est un bon exemple. Il a obtenu ce qu'il voulait, lui, finalement. Et c'est ça. Alors... On verra. Ça sera intéressant. Donc, alors, Ivan Demidov sera échangé contre Shea Weber. Souban, quand vous pensez à ça, Souban a signé pour plus d'argent son gros contrat que Lane Hutson. Ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. 10 ans, oui. Même un peu plus, je pense. C'est sûr, c'est une priorité pour nous. Comme j'ai mentionné, quand le cap salarial change, c'est pas que les chiffres vont être les mêmes, mais les principes vont être les mêmes. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, bien sûr, on a entendu juste avant le futur premier ministre du Québec. Ça revient beaucoup dans les commentaires. Confiez-lui le ministère des Finances. Le nouveau secrétaire du Trésor. On a recruté Kent Hughes. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et le TikTok officiel de Tellement Hockey, que pensez-vous du nouveau contrat de Lane Hutson et de la structure salariale du CH dans son ensemble? Sur le book, Louis-Philippe, il va falloir appeler Kent Hughes Houdini, le magicien de la gestion salariale. Pierre, sur Facebook, c'est agréable de constater que ce n'est pas nécessairement l'argent qui compte dans cette équipe.
Bon, tu vois. Pleure donc! Martin, c'est bon sang. T'es mort en dedans, Martin. Tu vois la pureté des intentions. J'arrête pas tant que tu pleures pas. Kev, sur Facebook. C'est bon, Kev, Revenu Québec et l'Arc sont les seuls qui n'aimeront pas ce contrat. Non, t'as bien raison. Yves, trop d'argent, rien prouvé, une saison ne fait pas une carrière. Ça fait du bien, ça nous ramène un peu. Ça recentre sur les vraies questions. C'est vrai que ça prouve rien quand tu égales un record de l'histoire. C'est juste une saison. Ça prouve juste que tu égales un record. C'est quoi sa fiche là, après 3 matchs? Juste une passe. Et là. C'est la On est loin, la là. gang de la Clairement, deuxième feu de année. paille. Clairement, feu de paille. Et Dal sur Facebook, c'est un Picasso. Je l'ai pris parce que ça nous rappelle de bons vieux souvenirs. Sur le Gram, Monstre de Sheila, Kent Hughes tient des infos secrètes sur les agents de ses joueurs. Parce que ça fait 2-3. Ça fait 2-3. C'est possible. Marc-Antoine, toujours sur le Gram, jeune plus noyau égale joyau. Ils veulent gagner ensemble. C'est Marc-Antoine? C'est Godin, ça? Non, Marc-Antoine Rangé. Jeune plus noyau égale joyau. C'est bon, là. Ça, là. On aurait dit un gars qui gagne sa vie avec les mots. Ouais. Mais il y a 2-3 bons titres qui ont été suggérés dans cet épisode jusqu'à maintenant. Un bon sujet de chronique. Vraiment, là, Il y a du stock. Une chance t'es là. C'est une vraie pépinière. Quelle créativité. Ouais. Sur le Tube, William, à quand une statue de Kent Hughes devant le Centre Bell? C'est ça. Celle-là, là, quand Lane devrait se poser une question. Je pense qu'elle va être devant la Banque Royale, succursale du Canadien. Et Louis-Éric sur Twitter, ils sont dans le trèfle jusqu'aux hanches. Ouais. D'après moi, jusqu'au cou. Le trèfle jusqu'au cou. Oui, c'est vrai, Puis l'expression. ça rime encore. Ça tient avec genou, cou. C'est bon. D'accord. Oh là là. Est-ce qu'on peut parler des vraies affaires? Sinon, on fait juste parler d'argent. Ben là, on vient de parler des vraies affaires pendant 45 minutes. Ça, Ça aurait c'est du Monopoly. Honnêtement, si on C'est avait du invité Monopoly. Gérald Filion puis Pierre-Yves McSween, Ça aurait été meilleur. Ça aurait été Ça aurait meilleur. été meilleur. Personne n'aurait fait la différence entre McSween et moi, donc c'est bon. Visuellement, non. Non. Visuellement, vous êtes pareil. Là, cet avantage numérique-là, ça fonctionnera jamais. Ah là, c'est la chronique Là, de Martin. après ça. 3 matchs, ben c'est la chronique. Oui, il y a ça, mais c'est aussi... as-tu vu oui, as-tu j'ai vu le vu. match contre Chicago? 2 en 10, samedi? 20%. 20%, t'as raison. C'est très bon. Non, c'est pas ça, plus qu'il se passait pas grand-chose et que, comme Martin l'a écrit... on pensait que ce serait une force. Ben là, je sais qu'il y a juste 3 Ouais, là, matchs. Non. Mais reste que... L'échantillonnage est très mince. Il y a déjà... Mais on peut déjà se poser 1 ou 2 questions, à savoir... Go. Et moi, je croyais à ça, mais moi, je suis comme Lane. Moi, j'étais un grand romantique. Mais ça aussi, c'est très romantique, la façon dont c'est déployé. Exactement. Les 2 unités. Je croyais à ça, moi. Il y a beaucoup de romantisme. 2 finalement. unités égales. On est tous égaux. Vas-y, c'est à toi, non, toi. mais c'est pas ça. C'est toujours la même gang qui y vont en premier. Puis, tu sais, je lisais le bon Harpen qui avait la même... Enfin, je partage sa réflexion. Moi, je croyais à ça. Donc, 2 bonnes unités. On leur donne du temps semblable, mais pour que ça arrive, il faut que ce ne soit pas toujours la même unité qui commence, parce que forcément, c'est normal que la deuxième unité ait le temps qui reste. T'sais, on ne va pas dire... là, les gars, vous regardez le cadran, quand il reste 1 minute, même si vous avez pas... Tu es en train de tirer. Oui, c'est ça. Retiens ton élan, évidemment. Mais c'est pas ça qu'on voit là, depuis le début. Alors, je sais pas, est-ce que ben Martin, je devine... d'abord, 2 unités... Est-ce que pour ou contre? 2 bonnes unités, pour ou contre? Laissez notre chroniqueur principal y aller. Et comme il a chroniqué principalement là-dessus. Principalement, c'était ça le plus sujet de sa chronique. Je trouve que ça aussi, je trouve que c'est une belle candeur. C'est beau. De dire, nous, on va avoir 2 bonnes unités productives, mais... Et il y a peut-être des gens cyniques qui vont dire, avant d'en avoir 2 bonnes, ce serait bon d'en avoir 1 bonne, une très bonne. Et c'est ça. Moi, il y a des choses qui m'ont étonné dans le déploiement, les choix qui ont été faits pour le début de la saison. T'sais, ça prend du temps à développer une bonne unité d'avantage numérique. Ça prend des répétitions. Souvent, c'est des unités qui travaillent depuis des années ensemble. Puis à un moment donné, il y a un joueur qui change parce qu'il y en a un qui a pris sa retraite ou qui a été échangé ou qui est parti ailleurs. Mais le noyau reste essentiellement le même. Puis on développe des nouveaux patrons de jeu, puis ça s'ajoute, puis la complicité devient meilleure. Et l'année passée, le Canadien a eu sa meilleure unité d'avantage numérique des 7 dernières années. Là, ils ont marqué quoi? 42, 48 buts, je me souviens pas. 40 coques. 40 quelques, C'est comme ça qu'on dit. Je l'ai écrit quelque part dans mes statistiques. Là.
Mais bon, c'est de 48 buts, c'est ça. C'est le plus haut total des 7 dernières années. Puis, on est habitué depuis quelques saisons, depuis que Martin Saint-Louis est là. Suzuki était posté du côté droit. On avait Caulfield qui était du côté gauche du filet, posté pas loin du filet. L'année passée, on a changé parce que ça s'imposait. Ça sautait aux yeux de tout le monde. On a installé Lane Hudson à la pointe du parapluie, près de la ligne bleue. C'est lui qui contrôle le jeu, qui distribue les rondelles. Puis ça a fait bondir l'avantage numérique en avant. Patrick Laine est arrivé au mois de décembre. Ça a été le marqueur de la Ligue nationale qui a eu le plus de buts par tranche de 60 minutes dans l'avantage numérique. Il n'est pas parfait, Lane Hudson, mais... pas Lane Hudson, Patrick Laine. Lane Hudson, il est parfait. Il est parfait. Patrick Laine, il n'est pas parfait, mais il y a une chose qu'il fait bien dans la vie, c'est tirer une rondelle. Tu sais, c'est sa spécialité. Alors, écoute, il y a combien... Je serais curieux de faire une recherche. Si j'avais le temps, je le ferais, mais je ne l'ai pas. De voir combien d'équipes avaient le gars le plus efficace de la Ligue en avantage numérique puis qui ont décidé décidé de l'installer sur la deuxième unité la saison suivante. Immédiatement la saison suivante. C'est jamais arrivé. Puis Demidov arrivait, puis on regardait ça se dessiner, puis on disait, tu fais des ajouts d'une saison à l'autre. Il arrive un joueur plus talentueux que celui que tu as. Il y a des ailes en avantage, Demidov. Demidov, il a une vision du jeu incroyable. C'est un bon passeur. C'est un marqueur redoutable aussi. Puis là, on se disait, probablement que Slavkovski va perdre sa place au sein de la première unité. Demidov va être là. Là, Hudson va avoir une option à gauche, une option à droite, parce que, souvenez-vous, le nombre de fois que Hudson a placé la rondelle sur le tee pour Patrick Laine, là, pour qu'il puisse tirer. C'était une combinaison qui marchait bien, puis avec Suzuki aussi. Puis là, pouf! Tour de magie, Laine et Demidov sont sur la deuxième unité d'avantage numérique. Puis là, on a placé Suzuki du côté gauche. Puis là, ça change complètement la configuration. Là, quand Suzuki est à gauche, ses options de passe les plus valables, c'est Caulfield qui est posté à côté de lui, juste près du poteau du filet. C'est une passe verticale. Ce qui est pas, quand tu es très rapproché du gardien... T'as pas beaucoup d'angles. C'est ça, tu n'as pas beaucoup d'espace pour marquer. Puis tu as le bumper ou le gars qui est dans l'enclave, Bolduc. Fait que ça devient le patron de jeu le plus probable. Il y a un gars pour tirer à droite, c'est Slavkovski, qui n'est pas un marqueur naturel. C'est pas un sniper. C'est un bon attaquant, mais c'est pas un sniper. C'est exactement la bonne expression. Et j'ai fait une petite recherche statistique là-dessus. Ça fait quelques temps que je surveille l'évolution de cette statistique-là. Mais Slavkovski, sur les 61 joueurs qui ont passé 460 minutes sur la patinoire en avantage numérique depuis 2 ans, lors des 2 dernières saisons, ben il est 61e pour le nombre de points par 60 minutes de jeu. Là. Fait que je me disais, Demidov va prendre sa place, puis on va l'installer. Comme il y a de l'expérience en avantage numérique, Slavkovski va jouer sur la deuxième unité. Puis, mais au lieu de fabriquer donc une Formule 1 et de dire, ça, c'est notre véhicule de course, c'est eux qui vont aller en avantage numérique, on a réparti les forces 50-50 sur les 2 unités. Puis je pense qu'en faisant des compromis comme ça, ben, on va arriver à un résultat mi-figue, mi-raisin. On verra. Écoute, les 3 matchs de jouer, là, puis peut-être que ça va péter le feu, puis ça va tirer de tous les côtés, puis on va dire, bon sang, ils sont absolument géniaux. Mais habituellement, dans la Ligue nationale, j'ai regardé les avantages numériques les plus prolifiques des 20 dernières années. Bien, dans les équipes qui avaient ça, c'était 80% des points étaient amassés par les 5 mêmes gars. Là. Donc, la première unité, on ne disait pas, on va avoir 2 bonnes unités. Puis j'essaie de comprendre la logique d'avoir 2 bonnes unités si tu en as une qui passe 75% du temps sur la patinoire. Voilà. Ça, moi, c'est l'autre affaire qui Donc, le compromis que tu fais, est-ce que c'est politique? C'est pour essayer de plaire à tout le monde en même temps, pour dire, bon, ben, les 8, vous êtes sur des... ou les 10, vous êtes sur des unités d'avantage numérique. Je comprends pas la logique de ça. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça donnera, mais on le voit dans les patrons de jeu, là. Quand on les voit sur la patinoire, on voit qu'il y a quelque chose qui roule carré un peu. C'est parce qu'on a changé les positions, parce qu'on a changé les acteurs. Puis juste dans le match de samedi contre Chicago, il y a 4 ou 5 occasions où l'aîné était prêt à décocher son tir sur réception, puis la rondelle n'arrivait pas sur le tee. C'était un petit peu en arrière, un petit peu en avant.
Puis ils ont eu une chance de marquer en 6 minutes de jeu la deuxième unité. Puis la première a marqué sur des jeux un peu fortuits. Là. Caulfield qui frappe une rondelle avec un élan de baseball, puis un retour devant le filet pour Bolduc. Ouais, c'était pas des constructions de jeu réussies. C'est ça. Et c'est ça l'observation de ces 10 minutes, de ces 10 avantages numériques. Et compte tenu de l'instabilité qui était à prévoir en désavantage numérique, qui est une unité très importante pour le Canadien, on en a parlé beaucoup, c'est surprenant qu'on ait créé de l'instabilité. Pourquoi pas? Là, on est capable d'en prendre. Fait qu'on verra. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais moi, j'accroche là-dessus. Il y a une si tu veux déployer 2 avantages numériques, il faut que tu leur... Ils ont fait ça à Chicago quand même. Là, quand la rondelle sortait, avant la fin de la première minute, hop, on changeait d'unité. Oui, mais moi, je trouve que... Non, mais moi, je dis que la deuxième, il faudrait qu'elle commence une fois de temps en temps. Puis je pense que c'est arrivé une fois à Chicago. De Suzuki était sur la glace je ne l'aurais pas remarqué moi-même, la mais Bassou écrivait que c'était arrivé une fois quand c'était déjà le trio de Suzuki qui était là quand la pénalité a... Mais là, c'est pas une équipe Pee-Wee A Du jeu égal pour tout le monde. On fait tourner le banc, puis tout le monde... Mon enfant... Quand tu dis qu'il y a peut-être quelque chose de politique, tu touches probablement un point, parce que là, on dirait qu'on ne sait plus trop quoi faire de Patrick Laine en ce moment, là, puis on ne semble pas vouloir l'installer sur la première vague d'avantages numériques. Puis on est un peu pris avec ça. Puis en même temps, tu te dis, normalement, si on ne veut pas l'installer là, c'est parce que c'est l'endroit de prédilection de Cole Caulfield, mais là, Caulfield n'est plus là non plus. Donc, on a changé le patron de jeu complètement. Ça explique aussi probablement, je ne vais pas dire l'amateurisme, mais l'aspect un peu plus brouillon de cet avantage numérique-là depuis le début de la saison. Il faut peut-être lui donner du temps. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne de ce qui fait normalement une recette gagnante. Le Nikita Kucherov, il sort pas beaucoup, lui, pendant l'avantage. Puis il commence les avantages numériques, à moins d'avoir passé les 2 dernières minutes sur la glace. Quand ça chauffait l'année passée et qu'il fallait gagner des matchs en dernier droit, là, Suzuki ne sortait pas des avantages numériques. Exactement. Il restait là pendant 2 minutes. Puis quand Laine s'est blessé ou a eu une autre de ces épisodes de grippe, il y en a eu, la grippe était très forte l'année dernière chez Patrick, et puis donc pendant les séries éliminatoires, puis que Demidov est entré à sa place sur l'avantage numérique, ça s'est mis à fonctionner. Là. C'est là que je voulais aller, moi qui n'ai pas de mémoire. C'était quoi? Parce que, je disais, ça lui donne des ailes à Demidov, l'avantage numérique. Ça a été dans ses meilleurs moments en série l'an dernier, Demidov sur l'avantage numérique. C'était quoi l'unité? Laine n'était pas là? Laine n'a pas joué les derniers matchs, donc est venu remplacer Demidov. Alors, tu avais Hudson. Demidov est venu le remplacer, pardon. Tu avais Hudson, le trio de Suzuki. Et puis... et Caulfield prenait la place de Laine. Oui, Caulfield était à la place de Laine. Est-ce que Suzuki était dans le bumper, Slavkovski près du filet, puis Hudson en haut? Je pense que oui. Je ne m'en rappelle plus par cœur, mais c'est un peu ça aussi. Ça connectait bien, ça. Ça a bien marché pendant les 2 matchs que ça a duré, mais il y avait une part d'imprévisibilité aussi peut-être pour l'adversaire là-dedans. La seule affaire, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui pourraient occuper les mêmes positions. Là, je parle l'endroit sur la glace où ils sont postés. Demidov est au cercle droit. Ben, Suzuki a bien manœuvré de là aussi. Donc, j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Martin Saint-Louis là, recherche la bonne combinaison en ce moment, doit donner du temps à ses unités pour voir s'il y en a une qui va finir par débloquer. Mais qu'est-ce que tu fais si tu réunis tout le monde? Ça voudrait dire, donc, Laine, Hudson, Suzuki, Caulfield, Demidov. C'est quoi la Formule 1? Ça serait ça, la Formule 1? Laine, Hudson, Suzuki, Caulfield, Demidov. Il n'y a pas grand monde pour aller chercher la rondelle dans les coins là-dedans, par Suzuki, là, qui est assez habile. Mais envoie-la pas dans le coin. Tu aurais forcément Laine et Demidov aux 2 cercles, Hudson en haut du parapluie. Tous les avantages numériques qui fonctionnent. Peut-être Suzuki bumper, Caulfield en bas ou l'inverse. L'avantage numérique des Oilers fonctionne beaucoup parce que McDavid sème le chaos. Là, à un moment donné, il part avec la rondelle puis il se promène. Puis là, il y a des lignes de passe qui s'ouvrent. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il passe la rondelle à Draisaitl qui tire. Mais celui du Lightning est un peu plus structuré. C'est vraiment la formation par appui. Puis on essaie de donner la rondelle à un des 2 gars qui sont postés à la hauteur des cercles à peu près, qui font des tirs sur réception. Mais écoute, je pense pas qu'on va obtenir un résultat optimal en séparant les forces. Ça m'apparaît de l'utopie. Là. Fait que on verra ce que ça donnera, mais comme ça a pris du temps,
je trouve que c'est incohérent aussi avec le discours qu'on avait au camp d'entraînement en disant, là, il y a un sentiment d'urgence, il faut que ça commence le premier jour, mais le premier jour, il faut que tu y ailles pour la jugulaire. Là, tu mets tes tueurs sur la glace pour donner le coup de grâce quand tu as un avantage numérique. Puis là, on part avec... On a 2 unités, puis on sépare, puis tout le monde est heureux, puis on verra. Ça va être le fun. J'ai de la misère à comprendre ça, mais il y a un aspect politique aussi dans le coaching. Là. C'est donner la chance à quelqu'un d'échouer pour pouvoir dire là, écoute, là, on l'a essayé. Là, on l'a essayé. Puis je pense que Saint-Louis est de cette approche-là. Comment on a géré Matheson, Hudson en début de saison, leur place sur l'avantage numérique. Ça a pris du temps, Hudson, l'année passée. Là, c'était évident avant même que la saison commence que Hudson, c'était le corps arrière. C'était lui le corps arrière naturel, l'avantage numérique. Puis là, mais tu avais un vétéran qui était là, il avait eu quoi, 60 points la saison précédente? 62 points. Fait que là, dit, on va respecter le vétéran, on va le laisser jouer. C'est correct. Puis aujourd'hui, est-ce que Mike ça Matheson... marche comme ça. Pour mais ils ont eu le pire début de saison de leur histoire. Oui. C'est pour ça que ça a changé aussi. mais non, mais... Ça va aller mal. C'est quoi pour l'ambiance dans un vestiaire? Il y a ça à prendre en considération. Ils ont peut-être attendu un peu trop longtemps. Lane Hudson, c'était un bébé. Il y avait 6 matchs de jouer dans la Ligue nationale, pauvre petit pit, là. Et peut-être que quand on annoncera qui sont les joueurs qui forment les 2 unités d'avantage numérique, tout le monde va se rassembler dans le coin, puis ils vont se faire ça fait pas très méritocratie, là, ces temps-ci. C'est ça que tu dis, hein, dans tous les sujets qu'on a abordés. Non, mais là. Coacher, c'est décider. Il faut que... Il y avait une déclaration que Martin a faite aussi, je pense, avant que la saison commence, en disant on va avoir... On n'a pas de deuxième trio, on va avoir 3 trios égaux, mais ça se peut pas 3 trios égaux là, qui vont jouer le même temps, mais tu regardes les premiers matchs de la saison, ça se peut. Mais autant le trio qui a 30 % de possession de rondelles que celui qui a 75 % joue le même temps. Là. Mais c'est quoi ça? Le trio numéro 1 est ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que les autres, c'est pas évident. Les 3e trios, tu formules là, c'est sûr déposé, que tu t'acharnes sur ton New Hook, Kapanen et Gilda parce que je m'acharne pas. Je ne peux pas me donner tes réels. Mais il a raison. mais là, je pense que la prophétie l'a clairé. Je suis désolé, ça fait 3 matchs qu'ils jouent ensemble, donc j'ai gagné, là. Cet argument-là. Je pense qu'on va voir Joe Veleno. Tu les réécouteras. J'ai pas dit qu'ils joueraient jamais ensemble. J'ai dit que s'ils jouaient ensemble, ce serait bref. Ce serait bref. Jack, t'as dit ça, cet extrait-là? Je pense mais la magie qu'on a vue dans les... la magie. On se calme, là. La belle cohésion qu'on a vue dans les matchs préparatoires, on ne l'a pas revue. Ça a commencé à 42 % de possession dans le premier match, 30 dans le deuxième, puis 18 dans le troisième. La magie. Mais tu sais, t'as un jeune joueur d'élite, là. Donne-lui des outils. Donne-lui une chance. Donne-lui des outils. S'il n'y a jamais la rondelle, il ne fera pas beaucoup de points d'émidable. Il ne gagnera pas le Calder. Il n'y en a pas tant que ça, des outils à donner. C'est peut-être ça le problème. Ouais. Je sais pas. Parce que le trio... Le coffre est pas vide, mais... Parce que le trio Bolduc, Dak et Gallagher, ça se passe bien. Puis j'ai l'impression que si tu enlèves Gallagher de ce trio-là... Tu déshabilles. Je sais pas s'il va être aussi efficace. Non, c'est clair. Non, c'est une bonne combinaison. Donc, Joe, il faut appeler Joe. Donc, Patrick va c'est la seule changement. C'est le seul changement. Veleno, vas-tu jouer cette année? Il devrait. Non, mais c'est le seul. Et moi, quand tu disais il faut mettre Kapanen dans le carrousel là, de ceux qui vont être 13e attaquants, j'étais comme... J'étais encore bien gros en amour avec. Ouais, Veleno est arrivé de téléphoner à Pezzetta pour savoir comment il a fait pour se tenir en forme la saison dernière. C'est quoi tes trucs? Pour rester de bonne humeur et en forme. Avais-tu une place sur la passerelle? Ou... Ouais. D'accord. Les sacs en papier dans les gradins, déjà à Buffalo. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... hâtif. Ben là, je veux bien croire que c'est le trou noir. Non, mais c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Alex, tu sais pas comment ça marche à Buffalo. Hein? Ah non, à ça, Buffalo, les gens, depuis 10 ans, se présentent à l'aréna avec un sac en papier dans leur poche arrière.
Ils sont prêts. Ils sont prêts à le sortir. Au cas. Là, c'est juste que là, c'est ça. Il est sorti. Là, il y a des partisans là, de cette équipe-là qui ont vu leur équipe en série pour la dernière fois quand il y avait comme 5 ans. Là. Ça fait combien de temps? 2011. Donc, on est dans la 15e année. Donc, tu as une bonne frange de partisans de cette équipe-là qui se souvient pas du tout avoir vu les Sabres de Buffalo jouer en série. Ça commence à être un peu en même temps, pathétique. ils n'ont jamais repêché de bons joueurs. Mais non, jamais c'est ça, dans cette période-là. C'est pas arrivé. Ils ont juste fourni les meneurs de jeu de plein d'équipes championnes de la Coupe Stanley. Là, quand j'ai vu la blessure à Josh Norris, j'étais comme... Ah non, pauvre lui. Non. Puis, écoute, là, je regarde la liste des blessés en ce moment, c'est l'enfer. Là. Leur gardien numéro 1 est blessé, Josh Norris est blessé, Michael Kesselring, qui est un défenseur quand même stable qu'ils ont obtenu dans l'échange de J.J. Peterka en Utah, est blessé. J'en reviens pas qu'il a laissé partir J.J. Peterka. Moi non plus, mais c'est parce qu'il voulait pas. Il voulait s'en aller. Ils ont comme plus le choix. Je voulais pas adhérer à la culture. La culture du sac en papier. Jordan Greenway est blessé, Zach Benson, Mathias Samuelsson, le défenseur, c'est l'enfer, ça aide pas. Mais la raison pour laquelle je voulais en glisser un mot, c'est premièrement, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs, ils n'ont pas de points. Ça apparaît être une année importante parce que, pardon, on vient de le dire, J.J. Peterka, lui, ne voulait plus jouer à Buffalo. Donc, ils se sont retrouvés un peu menottés, ils devaient s'en débarrasser. Et puis, Tage Thompson... Il voulait aller dans une destination où il y aurait de l'action, où ça bouge. Exact. Il s'est dit, en Utah, Salt Lake City, c'est pour moi. Ben oui, les joueurs doivent éviter les voitures pour ne pas se faire frapper. Sinon, tu fais un Emil Heinemann de toi-même. Non, mais c'est une saison, ça peut paraître un peu risible, mais c'est une saison importante pour Buffalo parce que leurs 2 grandes vedettes, restantes, une à l'attaque et une en défense, Tage Thompson et Rasmus Dahlin, ont un peu dit l'année dernière... Ça fera. Que l'année prochaine serait charnière puis qu'il faudrait que quelque chose se passe et qu'ils soient encouragés par ce qu'ils voient parce que sinon, ils vont peut-être se tanner. Sont-ils en fin de contrat? Non, pas du tout. Non. Mais s'ils avaient accepté moins d'argent quand on signait leur contrat... Moins long! S'ils avaient des contrats plus longs avec moins d'argent, ils gagneraient. Mais c'est de la mauvaise foi, Martin. C'est pas bon dans les négociations. Tu ne l'avais pas suivi, là? Hein? Non. Rasmus Dahlin n'a pas accepté moins d'argent. Il gagne 11 millions par année. Donc, c'est le deuxième derrière Erik Karlsson. Qu'est-ce que ça donne, là? Mais c'est ça marche pas. Ça marche pas. Si Dahlin avait signé à 8,85, qui est un chiffre, il y aurait eu plus de place pour attirer tous ces joueurs qui se précipitent pour aller jouer à Buffalo, n'est-ce pas? Donc, Dahlin et Thompson, qui lui a signé à 7 millions, mais à l'époque où il avait signé sa prolongation de contrat, il n'avait pas encore connu sa première très, très grande saison. Donc, c'était quand même un bon contrat à l'époque. Là, c'est sûr que s'il avait attendu un peu, il y aurait peut-être... C'est ça, 2 ans. Il y a toute une question de stratégie là-dedans aussi. Là. Il va venir gagner 14 millions à Montréal. Il va venir gagner 14 à Montréal. Il va avoir la place. 15. C'est money is no object. On en a. Les 15. Autres ont tous pris des rabais. Ça, regarde ça. Le sac est plein. Ouvre les coffres. Donc, on fait des blagues, là. Non. Alors, tout ça pour dire que à Buffalo, s'il se passe rien, ça pourrait être une autre hécatombe et une autre reconstruction. Moi, j'ai de la peine pour Lindy Ruff. Et ça serait horrible. On pensait que Lindy... Moi, je pensais que quand les Pegula ont racheté ça, tu sais que... Parce que... Ça prend des moyens, évidemment. Ça prend une stabilité. Je crois beaucoup à ça. Puis je me disais... Là, ça, au niveau du propriétaire, c'est ça. Puis ça devrait percoler. Puis ça c'est jamais... Je ne sais pas c'est quoi le problème, honnêtement, là, parce qu'ils ont eu tellement de bonnes équipes de hockey, ou en tout cas de bons joueurs, plutôt, que je ne sais pas comment ça se fait que la sauce... Non, ils n'ont jamais eu de bonnes équipes, mais ils ont eu beaucoup de bons joueurs. Ils ont eu de bons alignements. Puis comment ça se fait que ça n'a jamais fonctionné? Pour vrai, on ne couvre pas l'équipe au quotidien, là, mais c'est vraiment difficile à comprendre. Puis... Ils ont été 2 fois, à la fin des années 2000, ils ont été 2 fois en finale de conférence avec une des équipes les plus jeunes de la Ligue, dont une fois avec l'équipe la plus jeune de la Ligue. Et Chris Drury, Daniel Brière sont tombés, qui étaient co-capitaines de l'équipe, sont tombés joueurs autonomes en même temps. Ils ont dit à la direction, pour rester ici, pour continuer à bâtir une équipe gagnante, on est prêt à prendre moins d'argent. Je fais pas de farce pour vrai, là. Et les Sabres avaient
pas d'argent. C'est ça, c'était avant. C'est la seule fois que les quelqu'un Pégoula, a dit ça à Buffalo. D'après moi, on est prêt à prendre moins pour rester. Si on va continuer, c'était un groupe, il y avait Jason Pominville, Jean-Pierre Dumont, ça, il y avait une bonne Martin Biron, Ryan Miller. Il y avait une bonne défense aussi, une bonne brigade défensive. Et Brian Campbell, etc. Il y avait Teppo Numinen devait être encore là. Yaroslav Spacek. Spacek, oui. Dans ces belles années. Il y avait une belle équipe de hockey, puis ils les ont laissés partir. Et ils n'ont jamais reparticipé. Ils n'ont jamais regagné. La malédiction. Ils n'ont jamais regagné une ronde éliminatoire depuis ce temps. Ça va faire près de 20 ans. Une chute. La malédiction du tandem des co-capitaines. C'est de la vision à court terme. Mais ça explique quand même pas comment ça se fait qu'avec tous ces joueurs de talent et de qualité qu'ils ont eu dans les dernières années, ils n'ont pas été en mesure de bâtir quelque chose qui avait de l'allure. Il y en a eu. Comment ça se fait que Jack Eichel, ça n'a pas fonctionné là-bas, puis c'est devenu un des meilleurs joueurs de centre. Il était déjà très bon, on le voyait, mais... Il y a quelque chose d'organisationnel. C'était organisationnel, donc c'est triste. Mais là, de partir 0-3 comme ça, tu es un partisan des Sabres, mais tu es complètement... t'abandonnes. Et Lindy Ruff avait un peu ce ton-là. Match numéro 2, je pense. Après le match contre les Bruins de Boston, il n'arrêtait pas de répéter « compete ». C'est quoi le problème? Compete. Il revenait toujours avec le manque de compétitivité de ses joueurs. Puis il avait un peu l'air d'un gars qui... C'était comme la fatalité. Là. Je sais pas quoi faire. C'est ça, ouais. Donc, bientôt, les slogans vont sortir à Buffalo. Fire, Lindy. Restez là pour McKenna ou quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. Ben là, il y a Kevin Adams qui pourrait peut-être jouer son poste aussi, surtout que Jarmo Kekalainen attend dans l'antichambre. Il est comme espèce de conseiller spécial. Ça doit pas être très, très confortable pour Adams. Mais là, je parlais des Pégoula, les propriétaires. Ils sont propriétaires aussi des Bills. Oui. Hein? Puis ça va bien, ça va mieux. Oui. Ça va beaucoup mieux avec les Bills. Donc, visiblement, ils sont capables... Ça a longtemps pas bien été. Puis ça fait plus longtemps que les Pégoula sont propriétaires des Bills. Non? Non, ça, ils ont été propriétaires des Sabres avant. Si ma mémoire est bonne. Puis, je veux dire, ils ont une fille qui est dans le top 10. Ils sont propriétaires d'une fille, d'une athlète de haut niveau, top 10 mondial depuis quelques années maintenant. Je dis ça souvent, moi. Je suis propriétaire de 2 beaux enfants. Non. C'est pas mal c'est pas mal la seule affaire que... J'ai pas de dette. L'hypothèque sur tes enfants, ça va. Ouais. Les dépenses sont en cours. Bon, ben, sortez vos sacs en papier. C'est pas mal ça. Pas pour ce soir. Non, je parlais à On veut voir la rivalité contre les Kraken. Ah oui. Une rivalité plus que centenaire. Ouais. Il y a encore 5 ans de salaire à Jeff Skinner, les Sabres. Hein? Oui. 5 ans? Ils ont racheté son contrat. Là, le reste, ils vont le payer. Il a déjà joué, là? 4,5 millions presque cette année. Et là. 6,5 millions l'année prochaine, pratiquement. Sur la masse salariale, Jeff Skinner. C'était pas leur meilleur... Alors, faut que tu sois vraiment déterminé à te débarrasser de quelqu'un. Oui. Oui. Puis ils l'ont racheté il y a un peu plus d'1 an, donc il lui restait 3 années de contrat. Donc tu t'étales ça sur 6 ans. Et ça fait mal. Mais bon, n'arrivez pas en retard. Mardi soir pour le match d'ouverture locale du Canadien qui recevra pour l'occasion le Kraken de Seattle, car il y aura cérémonie d'ouverture de saison locale. Et ils vont mettre le feu à la glace. Va-t-il y avoir un avec flambeau? La torche comme d'habitude. Alexandre Gascon. Oui. Travaille ça, là, mon texte là, sur les bonnies. Oui, je vais l'écrire juste pour te l'envoyer. Il ne sera pas publié. Non, ça va être un courriel. Ça va être un courriel. Je t'envoie ça par courriel. Demande à l'intelligence artificielle. Bonne idée. C'est pas toujours ça que tu fais? Pas encore. Pas encore. Je résiste encore et toujours. Il surpasse encore l'intelligence artificielle. Ça va prendre la super intelligence. ChatGPT, il dit je suis pas digne. Je peux pas. Je pourrais demander à ChatGPT écrire un texte à la manière d'Alexandre Gascon, voir ce que ça va donner. On dirait que je suis pas confiant. Il va te produire un récit de poème. C'est ça. Il va sortir avec
des Alexandrins. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste à nos affaires du hockey. Merci beaucoup. Oui, c'était un plaisir, messieurs. Ben oui. Bien agréable. Puis on se revoit ce soir, Martin. Oui, c'est avec grand plaisir. Je parlerai dans mon dos, comme d'habitude. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, Martin. Bien sûr qu'on a ri aujourd'hui. Oui, ça faisait du bien. Puis t'as pas pleuré. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, mais j'ai failli. Okay. Pleurer de Nous apprendrons en fin d'épisode. Oui, c'est ça, qu'il est passé près. Jacques-Alexis Bernardin est le producteur, réalisateur et le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne ouverture locale, bon match. Et on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.